Bonsoir le Festipod, ça va bien? Yes, 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 yes. Écoutez, c'est complètement fou ce qui se passe en ce moment. Merci à tout le monde d'être ici ce soir. Merci d'être venu en présentiel dans un événement de podcast. C'est complètement débile. Merci d'encourager les podcasts. Merci d'écouter les podcasts tout simplement. C'est quelque chose qui, pour nous, des podcasts underground, un événement comme ça ce soir, c'est complètement pété. Donc, c'est ça. Merci vraiment à tout le monde. On peut se donner une bonne main d'applaudissement, je pense. Là. Donc là, ce soir, pour ceux qui écoutent en audio, c'est un épisode spécial en direct du Festipod. On est devant public. Première fois que je fais ça. Moi, je suis un gars de la construction dans la vie, là, fait que c'est complètement hors de ce que je fais. Là, fait que c'est vraiment spécial. Avant de faire entrer mes invités, que vous connaissez certainement, j'ai 2-3 petites choses à dire. Premièrement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Alex, j'anime le podcast Horreur 360. C'est un podcast où, normalement, je décortique un film différent à chaque épisode. Par contre, ce soir, c'est différent puisqu'on est dans un festival, épisode de 45 minutes. C'est-à-dire que ce soir, on va faire un épisode où on va parler de l'horreur des années 80-90 versus l'horreur moderne. Fait que ça va vraiment être ça la thématique de l'épisode. Et là, je ne me mentirai pas, je sais qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui sont venus voir Distorsion ce soir et Tricoteurs en série, beaucoup de fans de True Crime, chose que j'accepte, c'est bien parfait de même. Mais là, par applaudissement, là, y a-tu des fans d'horreur dans la salle? Là? Merveilleux, c'est ce que je voulais entendre. Donc, je vous lève mon verre, tout le monde, honnêtement. Une dernière fois, merci d'être ici. Et regarde, je l'ai déjà dit, là, mais je veux remercier le Festipod, l'organisation du Festipod de donner la chance à une tribune, à un podcast d'horreur. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, il y a une gigantesque communauté d'horreur au Québec. On est tous soudés. Il y a d'excellents podcasts d'horreur au Québec, dont mes invités qui s'en viennent dans quelques instants. Donc, c'est ça. Merci beaucoup à l'organisation du Festipod pour ça. Et là, si vous suivez un peu la grande famille des podcasts d'horreur au Québec, vous allez connaître mes invités ce soir. Sans eux, j'aurais jamais parti mon propre podcast. J'aimerais ça qu'on donne une bonne main d'applaudissements à Mick d'Horreur Podcast Québec et Terreur sur le pod. Bonsoir les boys, comment ça va? Bien. On va mettre un petit pouf. Ah, ben oui, c'est correct, Mets ta petite capote. Faites un petit pouf. Tout le monde est content. Fait que là, les boys, ce soir, je vous ai invités pour qu'on jase des différences majeures entre l'horreur des années 80-90 et l'horreur moderne, puis qu'on jase un peu de nos goûts en général. Pour ceux qui me suivent, pour ceux qui connaissent mon podcast, moi, je ne couvre que des films qui ont été sortis, mettons, de 2000 à aujourd'hui. Par contre, pour ce qui est de mes invités, exemple, on sait que Serge est un peu plus de l'époque Halloween originale de 1978. Bruno ici est plus de l'horreur des années 90. Mick, c'est un peu un all-around. Lui, il connaît tout. Il en est fatigant. Il connaît tout. Fait que, c'est ça. Fait que ce soir, dans le fond, pour commencer, puis pour que les gens dans la salle puissent un peu s'identifier à chacun de nous, j'aimerais ça qu'on jase un peu d'horreur, évidemment, là, mais de l'effet que ça a eu sur nous en tant que consommateurs d'horreur. T'sais, on a tous découvert l'horreur dans notre enfance, mais pas nécessairement dans les mêmes années. Fait que là, je vais y aller de ma première question. Et là, ce soir, moi, j'agis plus à titre d'animateur. Je vais laisser vraiment mes invités discuter. C'est sûr que je vais dire des affaires, là, parce que souvent, je suis pas d'accord, puis c'est bien correct. Et donc, c'est ça. Je vais y aller un peu avec... en fait, ma première question, ça serait bien simple. Les boys, on va faire un petit tour de table. Ce serait quoi la chose qui vous a fait tomber en amour avec l'horreur et pourquoi? Mick? C'est moi qui start le bal? Start le bal, mon gars, man. Parfait. Ben, Alec, grosse intro. Je veux dire merci à tout le monde qui est présent. Merci à l'organisation, puis merci à la bière en loge. J'en ai vraiment profité, fait que ça m'aide à... Je suis lubrifié là, en ce moment. Fait que ça devrait être mon pire. Mais ouais, moi, pour l'amour de l'horreur, j'ai commencé très, très jeune. Puis je vais voler un peu de la tribune à Bruno parce que c'est Scream qui m'a fait tomber en amour avec l'horreur. Là, comme j'ai dit, j'empiète un peu sur le terrain à Bruno, mais Scream, c'est un film méta. Donc, c'est un film qui est conscient du monde de l'horreur puis des mécanismes de l'horreur. Donc,
j'ai commencé par ça, un film qui... Pas qui niaise les mécanismes de l'horreur, mais qui est conscient des mécanismes de l'horreur alors que j'avais pas écouté de film d'horreur. Fait que ça a un peu fucké mes Friday the 13 après, puis mes Nightmare on Elm Street et tout ça. Là. Fait que ben, c'est vraiment Scream qui m'avait fait tomber en amour. Et le classique de Shining, quand j'ai écouté un soir d'hiver qui neigeait dehors, puis en même temps, je savais pas que c'était un film qu'il y a de l'isolement à cause de la neige, puis là, ça a parti encore plus ma passion. Là. Fait que c'est Scream mélangé avec Shining, ça a démarré tout ça là, avec... après ça, ça a dégénéré, là, The Thing. En tout cas, je name dropperai pas 1000 films, là, mais c'est Scream puis Shining. Ça, j'allais dire les uns et les autres. Là. Ouais, mais Scream, selon toi, ça l'a fucké ton... Ah, excusez, hein, mais on sacre. Hein? Ça a fucké Friday the 13. Ça les a pas comme upliftés. Après, t'as pas trouvé ça le fun de rire d'eux autres avec les bonhommes de Scream? Ben, c'est à cause que c'est comme si Scream m'avait averti de tous les rudiments. Donc, ça rendait les films plus prévisibles pour moi. Mais ça les a-tu fuckés? Non, parce que j'ai toujours adoré. Le Friday, j'étais un très grand fan. Là. C'est ma franchise Big Mac, là, on pourrait dire. Là, si on peut, c'est comme du comfort food, là, moi, le Friday the 13. Mais... Tu vas être servi cette année avec nous autres parce que c'est à sa franchise que Serge a choisi. Je suis vraiment content. J'adore. Excusez, on a oublié que vous étiez là. OK, fait que mettons qu'on continue. Là. Toi, mon Bruno, t'as l'air bien parti. Ça serait... Comment t'es tombé en amour avec l'horreur? Moi, j'avais pas le droit de consommer de l'horreur quand j'étais petit. Là. J'avais vu Chucky quand j'étais petit chez ma marraine, le premier, puis là, la petite catin là, qui fait genre « Ah, les torts, fuck yeah! » Cette fameuse partie-là que genre « Oh my God, une catin qui dit le mot « fuck! » Puis finalement, après ça, c'était interdit, puis moi, je faisais des crises. Puis là, on m'a réintroduit avec mes petits amis frissons ici. Hein? Qui connaît les frissons? La mélodie dans mes oreilles. Allez écouter mon podcast là-dessus, c'est vraiment bon, c'est vraiment le fun, c'est bien niaiseux. Ça s'appelle comment ton podcast? Frisson sur le pod. Un dérivé de Terreur sur le pod. Ça va ensemble, il faut le dire. C'est dans notre projet Patreon. On vous en parlera plus tard, là, quand on se parlera. Moi, ce qui m'a fait tomber en amour avec l'horreur, c'est ça. C'est les frissons puis les chairs de poule. J'ai écouté ça à n'en plus finir parce que c'était de mon âge. Fais-moi peur. Écoute, avec nos doubleurs québécois qu'on a, pour ne nommer que Camille Cyr Desmarais parce que c'est ma préférée. Là. Mais, tu sais, j'ai grandi avec ça. Puis là, pensant que c'était un film basé sur les frissons, mon père m'a loué le film Frisson, alors que le N était toujours pointu. Et puis là, ça a fait... écoute, là, je suis parti. Il n'y a plus rien qui existait après ça. Tu sais, je voulais jouer à Frisson, je voulais écouter Frisson, je voulais écrire Frisson, je voulais comme... C'était Frisson, là. Puis ça finit jamais bien, Frisson, quand tu joues à ça, par exemple. Tu trouves? Dépend. Ah, dépend de qui tu joues. On vous laisse imaginer. Serge, de ton côté, comment t'as eu la piqûre de l'horreur, toi? Ben, moi, je suis le doyen ce soir, là, je dois dire. Fait que moi, ça remonte. Je suis né en 70. Ça veut dire que j'ai grandi dans les années 70. Dans les années 80, c'était mon adolescence. Donc... Là, je te coupe de petites secondes. C'est-tu dans le temps que tu marchais à Émile pour aller à l'école, ça? Exactement, avec mon pupitre sur le dos puis tout, absolument. Parfait. Puis, cette époque-là, c'est une époque incroyable par rapport à l'horreur puis par rapport au cinéma en général. Mais moi, je vous amène ailleurs parce que j'ai grandi dans une famille où il y avait beaucoup de mystères, de contes, puis des affaires un peu bizarres. Puis moi, ma mère, quand c'était le temps de me coucher, puis pour que je puisse dormir, elle n'arrêtait pas de me dire, si tu n'es pas calme, puis si tu ne te calmes pas le pompon un peu, le bonhomme 7 heures va venir te chercher. Hein? S'il y en a qui ont connu ça, le bonhomme 7 heures, bon, donc moi, il y avait ça. Mes frères et sœurs faisaient des séances de spiritisme. Fait que moi, ça veut dire que je suis TQ, eux autres sont dans la soixantaine, moi j'ai 53. Fait que je suis comme pas mal tard en arrière d'eux autres. Et moi, j'assiste avec leurs amis à une séance de spiritisme. C'est-à-dire, ils faisaient quoi? Il y avait une table. Ça ressemblait un peu, mais la version 70. Fait que c'était table aux tables, lève vers le soleil levant, lève! Et là, moi... ça marche! Ça marche! Si ça marche, je te le dis. Et, troisième élément, ma mère me racontait, elle habitait quand elle était jeune dans des rangs, et il y avait... C'était très, très éloigné, et elle parlait des loups-garous. Mais les loups-garous, c'était pas les bébites à poêle, là, comme dans American Werewolf in London. C'était des personnes qui
changeait de forme. Et moi, ça me faisait peur, mais j'étais fasciné, mais en même temps, en dedans, je fondais, là. J'avais vraiment la chienne, mais j'étais hypnotisé par ce qu'elle me disait. Et elle me disait, est-ce qu'il y en a qui ont vu The Conjuring ici? Bon, tu sais, les petites filles dans leur chambre, qui avaient une présence à un moment donné, là, bien, ma mère me racontait quand elle était jeune qu'il y avait une présence dans sa chambre. Puis au lieu que ce soit un loup-garou poilu, c'était comme une forme au bout de son lit, en forme noire, j'en vois dans la foule là, qui grelotte un peu, là. Mais justement, il y avait une forme au bout de son lit qui était comme un poteau noir. Elle me raconte ça, moi j'ai comme 7-8 ans, là. Fait que vous comprenez que moi, j'ai été formé avec cet univers-là. Et en terminant, moi, je viens dans le coin de Maniwaki, donc on avait 3 postes et demi à peu près qu'on pouvait regarder à la télé à l'époque. Il y avait le 9, le 4, le 13 et le U, avec des oreilles de lapin. Et on y regardait des films qui passaient à la télé ou des séries. Puis moi, il y a 2 séries qui m'ont encore là hypnotisé. Mais Bleu Nuit. Non, pas du tout. Il fallait qu'ils le disent. C'est quoi qu'il a dit? Britney. Ah, tu sais ben oui, bien, OK, là. on l'a dit, Britney Spears. Fait que c'est passé. J'ai pas dit ça. Non, T'as dit? Non, j'ai pas dit Britney. J'ai dit, ben là, c'est vous autres qui avez plugué Britney Spears. il I'm fallait bien just qu'il le dise. saying. Là, j'aurais même pas besoin de Ceux le qui nous faire. ont jamais écoutés, sachez qu'il va dire Britney à chaque épisode. Et J'ai même pas frisson. besoin. J'ai même pas besoin. Il vient de le faire. Vous l'avez vu, voilà, là. exactement. Moi, j'ai deuxième dit Bleu Nuit, by the way. Ah, Bleu Nuit! Bleu Nuit. Un classique. Non, ça n'existait même pas quand j'étais jeune, je te le dis tout de suite. Mais en terminant, je peux vous dire que ma mère laissait toujours la télé fonctionner. Et il y avait 3 séries qui m'ont complètement rendu ma boule un peu. Il y avait La Poupée sanglante. Ah! Il y avait L'île des 30 cercueils, puis il y avait Angoisse qui passe présentement sur Frisson. Quand t'es cul, tu regardes ça, t'as la chienne. Et ça a été le terreau très, très fertile pour me faire aimer l'horreur. Et après ça, l'arrivée des VHS bêta qui m'ont amené des Friday the 13th et tout Serge, ça. tu trahis ton âge, par contre. Je connais aucune référence de qu'est-ce que OK. Par applaudissement, Voilà. qui connaît l'île des 30 cercueils? Ah, Oh, quand même. Ah, quand on en même, a, pareil. yes. OK, combien qui t'a donné avant le show, là? Est-ce qu'il y en a qui ont OK. la poupée sanglante? Est-ce qu'il y en a qui ont des... Oh, j'en ai oh! un! Hey, mon Oh, but, mais là, ça c'était d'en compte pas, il avoir connaît un. tout, lui. Ouais, ça, Joe, c'est ouais, Joe. c'est pas ouais, fair. quand Il connaît tout. Puis angoisse. OK. Angoisse. Ah, ben Joe, c'est sûr, c'est Joe. Puis Rénal aussi. Fait que, mais voilà, moi, ça a été vraiment là, ma fondation. Puis après ça, j'ai grandi avec des frères et sœurs qui ont un peu fucké, qui m'ont donné vraiment le goût de l'horreur. Mais OK. tu me fais segouer là, par rapport à ta séance d'occultisme. là. Ma soeur, elle avait vu The Craft. J'en ai parlé avec Bruno avant, The Craft, 1996-97. là. C'est un teenage horror movie. Puis elle avait commencé à vouloir être une sorcière. Là, elle avait acheté une planche de Ouija, des livres sur la magie noire, des choses comme ça. Puis il faisait des séances avec une de ses amies, là, puis des enfants de même. Fait que moi aussi, j'étais comme un peu... je baignais dans un endroit moyen sain là-dessus, là, mais ça m'a non, mais influencé. c'est hyper sain, par exemple, parce que ce film-là, The Craft, ça l'a apporté quelque chose de vraiment important pour les femmes. The Girl Power. Oui, c'est du girl power all the way, puis c'est 4 filles, puis ça l'a démontré qu'est-ce que ça pouvait être de la féminité toxique, mais qu'est-ce que ça faisait. Non, hey, on rit pas, par exemple, on parle beaucoup de masculinité toxique, pour vrai, puis c'est vrai que l'homme n'est pas peinturé de la meilleure façon, mais ici, dans The Craft, les 4 filles avaient une personnalité distincte qui ont fait en sorte que ces filles-là se sont pognées avec trop de pouvoir dans les mains. Puis celle qui a remporté, évidemment, c'est le bien, c'est la belle Sarah, mais avec un... Ben là, c'est ça, on s'est parlé justement par rapport à ça tantôt, parce qu'on trouve qu'elle a un petit peu mal fini. Qui a vu The Craft ici? Quand même, Fait quand qu'on même. sait c'est quoi, là. On sait c'est quoi. C'est bon, on est entre nous autres dans le salon, là. Puis, qui, à la fin, qui est un peu dérangé par le fait que Sarah, elle devient baveuse, elle devient un peu bully avec Nancy une fois que les rôles y ont retourné? Je l'ai écouté la semaine passée, fait que c'est pour ça qu'on est clair. Moi, Le puis Bruno, film là. est-tu aussi frais dans votre mémoire que dans la sienne? Ça a l'air que non, fait qu'on va sauter avant que ça devienne un malaise. OK. Mais je suis d'accord que par rapport au Girl Power, c'est bon, mais quand t'es un petit cul qui se fait faire des séances de magie noire pis tout ça, c'est impressionnant, tabarnak. Pourquoi t'as pas embarqué? Ben d'accord. Puis
Là, écoutez les boys, pour finir ça, cette question-là, de mon côté, c'est ça, comme je l'ai dit tantôt, dans mon podcast, c'est vraiment de l'horreur de 2000 à aujourd'hui. Fait que, oui, j'ai écouté les films des années 90, je suis né en 91, j'ai connu les Freddy, les Jason, tout ça. Je me rappelle qu'un des premiers films d'horreur que j'ai vu, ça a été From Dusk Till Dawn. Est-ce qu'on a vu ça dans la salle? Ouais, très de bon film. Puis je me souviens des Puppet Master, un peu moins populaires, mais ça, c'est vraiment les premiers contacts que j'ai eu avec l'horreur. Mais ce qui m'a vraiment fait tomber en amour avec l'horreur, c'est le remake de 2003 de Texas Chainsaw Massacre avec Jessica Biel. Non, mais je fais des blagues, mais pas juste ça, c'est vraiment le torture porn qui m'a fait retomber en amour avec l'horreur, soit les films de décadence, Hostel, tout ce qui est ces années-là, ça m'a vraiment redonné l'amour de l'horreur. Puis, c'est ça. Après ça, j'ai comme délaissé l'horreur un peu, mais j'ai toujours suivi un peu l'actualité, comme les films qui sortaient de même, là, mettons, comme en ce moment, là, je vais toujours suivre l'actualité, mais j'allais jamais des années, mettons, justement, 80-90, d'où le segment dans mon podcast du confessionnal où je revisite des classiques de l'horreur parce que oui, je me dis que je suis un fan de l'horreur, mais à toutes les fois, je jase avec quelqu'un, il me dit « T'as pas vu ça? » Je dis « No. » Puis ça, t'as-tu vu ça? Pas tout. Regarde, c'est des enfants qui arrivent. OK, on va passer un peu, parce que là, je vois que le temps avance assez vite. Je veux poser ma deuxième question qui va toucher un peu plus au sujet de l'épisode d'aujourd'hui. J'aimerais ça qu'on compare un peu les deux époques, soit 80-90 versus l'horreur moderne. Là, ma question est à deux volets. OK? Premièrement, je sais que c'est large comme question, mais comment on pourrait comparer le cinéma d'horreur des années 80-90 à l'horreur d'aujourd'hui? J'aimerais ça que... En fait, ça va être vraiment une discussion libre, là, mais le premier qui me drop un sujet, on jase de ça. Selon vous, qu'est-ce qui a le plus changé entre les deux époques? Les coupes de cheveux. Oui, bon point. Chris de bon point. Ouais, En regardant des clans, j'aurais eu le numéro 1, c'est sûr. On s'en allait jouer avec ma famille. On Est-ce rappelle Gale dans Scream 3. Hey, c'est vrai ça, j'allais dire. Tout le monde pense aux toupettes de Gale dans Scream 3. On sait de quoi je parle, la petite coupe-chat, là, le petit toupette mou ici. Là. Ouais, On l'a, hein? OK, c'est bon, ça marche. Mais mise à part les coupes de cheveux, Mick. Moi, j'irais premièrement avec je pense que la différence majeure, puis peut-être que le terme Elevated Horror, je sais pas si ça dit quelque chose à la salle, mais la nouvelle vague d'horreur, c'est de l'horreur comme un peu plus cérébrale, qui se veut un peu plus sérieux, qui essaie de vendre un peu le sérieux dans l'horreur, qu'on retrouvait pas dans les années 80, comme beaucoup moins. T'sais, oui, il y avait des films d'horreur des années 80-90 qui étaient sérieux quand même, ou qui étaient intellectuels d'une certaine façon, mais le Elevated Horror, qui est plus comme que le genre veut être sérieux, que ça va plus dans le psychologique, que c'est des films à interprétation, ça, on en voyait beaucoup moins avant. Ouais. Oui, il y en a, mais je pense que ça, pour moi, c'est une des différences les plus majeures et les plus frappantes entre le cinéma 80-90 puis le cinéma moderne. Ça serait un de mes points pivots, là, comme les points forts. Êtes-vous d'accord avec ça, les boys? Ça dépend où tu as commencé. Si on parle de qu'est-ce qui a changé aujourd'hui, oui. Je pense que, bien sûr, Scream a apporté la vague, comme on parle souvent, du méta. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire méta? Parce que, honnêtement, là, moi, ça m'a pris du temps à catcher c'était quoi. Puis, je sais que c'est gênant. Explique-les. Donc, le méta, dans le fond, là, c'est s'auto-référencer. Donc, techniquement, dans le film Scream, ils sont conscients les personnages qu'on voit, donc Sidney Prescott, Tatum Riley, Dewey, tous ces gens-là, Randy, eux, ils sont conscients des tropes dans les films d'horreur que si tu fais l'amour, tu meurs. Si tu prends de la drogue, tu meurs. Qui ne marche plus pantoute aujourd'hui, by the way, là, parce que là, c'est free for all, tu crèves pas. Non, c'est une gang de fuckers, ça faux, puis ça fume, puis ça meurt même pas. C'est qu'on s'en va. La nature va s'en charger. Puis, en fait, moi, je pense que le méta est né justement parce qu'à un moment donné, l'horreur, comme on sait, ça l'a tiré à sa fin là, dans les débuts 90 parce que tous les films se ressemblaient. Là. Il y avait des millions de livres. Les frissons, là, on en a juste 94, mais en anglais, là, il y en a des milliers. Tous les auteurs ont leur version de l'accident d'auto, puis qu'on ne le dit pas à personne, on fait un pacte du silence. La gardienne qui se fait appeler anonyme, ils ont toutes leur version de ça. Puis tous les personnages sont épaisses, au complet. C'est ça, c'est son... Puis là, nous, le méta, notre ère à nous, ce que ça a apporté, c'est nous, on n'est plus épais. Nous, on est ceux qui sont conscients des épais. Fait que comment qu'on s'en sort quand que nous, on se fait attaquer par un...
Ouais, ben, je suis d'accord là-dessus. Je trouve que l'horreur d'aujourd'hui est vraiment plus axée, comme tu dis, là, sur la psychologie des personnages, de choses qu'on n'étudiait pas vraiment là, dans l'horreur des années 80. Là, c'était vraiment plus axé sur le gore, le practical. Ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment beaucoup perdu au fil des années. Mais moi, je te dirais que la chose majeure qu'on a perdue depuis les années 80, parce que oui, j'ai pas vu grand film, là, mais ceux que j'ai vus, je suis capable de différencier un peu. Au niveau des années 80, je pense que c'est vraiment au niveau de l'ambiance. Tu parlais des films de Freddy tantôt, là. Pas les films de Freddy, mais les films de Jason, que c'est comme du comfort food pour toi. Je pense que l'ambiance automne là, des années 80, là, le vent, les feuilles, tout c'est bleuté un peu. C'est quelque chose qu'on a vraiment perdu. Puis quand je parle d'ambiance, je parle aussi du score, tout ce qui est musique, du synthétiseur. C'est quelque chose qu'on a vraiment perdu dans l'horreur d'aujourd'hui. Puis c'est ça. Fait que vraiment, je pense que l'horreur d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait dire, c'est que ça se concentre vraiment plus sur la psychologie des personnages. Puis avant, c'est ça. C'était vraiment plus basé autour. On se foutait un peu de comment le personnage va vivre la situation. C'était comme un début, il se fait tuer. Une racine, je trébuche. Ouais, on prenait pour le tueur, là. C'était vraiment ça. C'est ça, ça dépend. Au début, en 78, avec Halloween, c'est que ils ont inventé des codes d'horreur. Après ça, Friday the 13 a copié, puis après ça, c'est devenu, à force d'avoir des franchises, c'est que tu prenais pour le tueur, puis tu disais, OK, comment que Jason va les massacrer? C'était vraiment ça. C'était rendu, on prend pour le tueur, puis là, on fait des franchises qui deviennent ridicules, plus une que l'autre. Oui, mais quand même le fun. Oui, le fun, c'est un peu. Moi, je sais pas dans lequel, mais la fille là, dans Friday the 13 là, qui est dans le Winnebago puis qui revole partout là, parce que le gars. C'est dans le non, mais ça, c'est drôle. Oui. Mais c'était quand même référentiel un peu parce que, tu sais, quand ça commence, celui-là, c'est Jason quasiment qui est James Bond. Là. Ben, c'est Jason Meta, en fait. C'est Meta, c'est le Meta. Pour revenir tout dans tout, là, c'est le Jason Meta parce que, comme Serge disait, ça commence, c'est vraiment une parodie de James Bond, puis au lieu de tirer dans l'écran de James Bond, ben, il fait un coup de machette. Fait que c'était vraiment humoristique, le 6. Là. Fait que la fille qui revole dans Winnebago, c'était intentionnellement humoristique. Jason James Bond, j'ai jamais entendu ça. Je te le dis. Ben oui. L'intro. Oui. Y avait-tu un martini? Non. Il manquait juste Steer, ça. But not shake. Là, Il manquait juste ça? Oui, mais il y avait des femmes, par exemple. Ah, OK, c'est ça. Mais il y a eu un chiffre, je pense, à peu près vers ces années-là, 86-87, parce que là, on a commencé à faire des parodies. Evil Dead 2 en 87. Ouais. Fait qu'il a commencé à être beaucoup plus drôle, beaucoup plus vers l'horreur, la comédie d'horreur. Puis une fois que ça a été fait, bien là, dans les années 90, on a commencé à se tanner des suites, puis on essaie de se retrouver un peu. Puis oui, dans les années 2000, je sais que tu aimes beaucoup l'horreur dans ces années-là. Moi, c'est damn right. C'est sérieux, 2000. Là. 2000, oui, puis les G-horror, puis les remakes qui commencent dans les années 2000. C'était ma prochaine question. Je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez de l'ère des remakes. Parce que oui, il y en a des bons, il y en a des moins bons, mais je pense que c'est un sujet qu'on peut vraiment discuter. Comme j'ai dit tantôt, moi, le remake de Texas Chainsaw Massacre est comme... Là, je vais peut-être en choquer une coupe dans la salle, mais regarde, on se parlera après le show. Là. Le remake de Texas Chainsaw Massacre est meilleur que l'original. Quoi? Non, c'est pas vrai. Par applaudissement, c'est vrai? Ouais! Okay. Ceux qui aiment le 74, l'original, est-ce qu'il y en a qui l'aiment, là? Oh, j'entends rien. Moitié, j'entends absolument rien. Moi, c'est TCM2, fait que je m'en fous un peu. Oui, c'est bon, TCM2. OK. Non, mais pour vrai, c'est une vraie question. Qu'est-ce que vous pensez de l'ère des remakes? Parce que moi, j'adore. J'en ai parlé d'un, mais... J'adore. Moi, je suis vraiment pour ça, les remakes. Honnêtement, j'aime ça que quelqu'un d'autre apporte sa vision. Je trouve que ça ne gâche pas l'original parce que l'original existe encore. Puis si tu l'as aimé puis que la nostalgie t'a suivi, c'est encore là. J'écoute Scream 1 en ce moment, là, puis ça me fait la même affaire que dans le temps. Si on le refait, je vais l'écouter, puis je vais décider de l'aimer ou de ne pas l'aimer, mais ça ne va pas gâcher mon Scream 1. Toi, Serge? Ça dépend duquel. Ton remake préféré, mettons. Préféré? Oh boy, j'ai beaucoup aimé quand même. C'est drôle, là, mais celui de Rob Zombie, Halloween. Là, ben oui. Parce que moi, je suis un fan fini de l'original, puis je l'attendais avec une brique puis un fanal. Je me suis dit, « Ah, c'est Zombie, t'es bien mieux de pas fucker ma franchise. » Puis finalement, avec le temps, j'ai réussi à vraiment l'apprécier. Sauf que moi, celui que je suis pas capable, c'est le remake de A Nightmare on Elm Street. Ben oui, 2010. What a piece of shit. Hein? Il est pourri. Il y en a-tu dans la salle qui l'aiment, le remake de 2010 de Freddy?
Applaudissez On pas, a parce un, que on c'est a dehors un, du on a ring. un. Hey, wow. Deux, je te On le s'entend, trouve je suis pas en amour avec, là, mais Tu quand l'apprivoises. ben là, premièrement, ils ont changé les noms. Mais c'est-tu Tina, celle qui se fait Ouais, qui se fait barouetter, spinner, là, là, ouais. Hey, quand elle revole, là, puis qu'elle fait des cubes, clac, 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 sur le plafond, là, Ouais. hey, c'est quelque chose. C'était là. meilleur dans le 84. Ouais, l'original, ben oui, c'était bien fait, ça. Ouais. Oui, parce que l'autre est en bobette blanche. Là. Ouais, c'est ça. Mais à part Pas la fait en bobette blanche, tu sais, il y a eu Texas, je pense, qui a été un des premiers. Après ça, tu as eu 2007, tu as eu Halloween. 2009, Friday. Et 2010, Nightmare. A Nightmare. Puis, vraiment, Nightmare, c'est le pire. Mais sinon, là, moi, les remakes, ça me dérange pas trop, mais moi, j'ai retombé en amour avec l'horreur dans la décennie 2010. C'est vrai. Et un des films que moi qui m'a fait retomber en amour, puis je vous dis, là, c'est dans mes tops maintenant, c'est le film It Follows. Est-ce qu'il y en a qui aiment ça, It Follows, ici? La soundtrack était Si vous ne l'avez pas vu, puis vous aimez la musique de synthétiseur, c'est incroyable. En tout cas, c'est... Puis épeurant, mais en même temps, avec la musique de synth, là, c'est vraiment incroyable. là. C'est pas toi qui disais que t'avais genre buggé, là? T'étais comme, t'as comme buggé dans ton salon, puis t'as écouté le menu du DVD avec la tune qui a joué en boucle pendant comme 1 heure, puis t'étais comme, Chris, c'est bon ça. Oui, vraiment. Pas méchant, ça. On refait la Je scène. dirais pas ce que j'ai pris avec ça, mais oui, tout à fait, absolument. La musique, c'est quelqu'un qui faisait les tracks pour des jeux vidéo d'horreur. Oui. Qui a fait il a été engagé pour faire la musique de It Follows, puis la musique était écœurante. Ça, c'est un exemple de elevated horror. Fait que s'il y en a qui veulent le terme, là, tout ça, Ouais. que vous voulez mettre des mots. Mais oui, c'est quand même un film à interprétation. On dirait là. que j'associe tellement comme Hereditary puis Midsommar. Y a-tu des fans d'Hereditary Midsommar dans la salle? OK, regardez Gros ça. fan. Hereditary, quand je veux dire c'est dur à dire. Héréditaire, vous allez crier. Après ça, je vais dire Midsommar, vous allez crier. Fait que lui qui a le crié le plus, on va savoir. OK. Héréditaire. Midsommar. Ouais, Midsommar, c'est populaire, man. On se trompe pas avec Midsommar. Mais moi, c'est toute cette série-là de films avec Get Out qui est un chef-d'œuvre pour moi. Ces films-là, pour moi, ça a été un renouveau. Puis je suis retombé en amour avec des films d'horreur de cette époque-là parce que moi, avant ça, c'était OK. Je trouve que c'était trop répétitif. Là, on est allé avec la compagnie A24 qui nous amène des petits bijoux, là. Je sais pas si vous avez vu en 2022, mais Everything, Everywhere, All at Once. Ça a tout raflé. C'est-tu bon? Hey, c'est vraiment bon, là. Puis ça, là, c'est un A24. Puis avec Jamie Lee Curtis, il a même donné un Oscar. Hey, j'ai crié comme un fou. Une folle. Comme un fou quand elle a gagné son Oscar. Mais honnêtement, ce genre de film-là, puis c'est l'horreur des années 2010, moi, en tout cas, je vous dis, là, ça est venu pallier à un petit peu ce qui était moins bon un peu dans ces années-là. Mais pour venir aux années 80, c'était aussi l'exploitation. Tu sais, s'il n'y avait pas une fille tout nue dans les films, je veux dire, il n'y avait pas vraiment grand-chose aussi. Mais c'était quand même campy. OK, je te coupe. Moi, j'étais un chevreuil sur la 15. Ouais. Là, j'entends souvent ça, l'exploitation. Là, tu vas Ouais. m'expliquer c'est quoi une petite fois pour tout. Là, je t'ai écœuré d'avoir l'air sans dessin. Mais oui, l'exploitation, c'est l'exploitation. toutes les, L'exploitation de qui, Chris? Ben, des tatons. C'est vraiment ça. C'est films d'exploitation. Oui, non, mais j'ai le droit de le dire pour vrai. Je suis un homosexuel avoué et je ne sexualise pas les tatons. Mais c'est ça, c'est les seins qu'on a quand rien qu'un taton qu'on a vu dans Creepshow 2. Quel monde, que je quand me il suis parle fait ça. d'exploitation, il parle de boule. Ben That's oui, it. parce que les femmes, ils étaient payées la moitié de ce que l'homme était payé, puis il fallait qu'ils montent leur boule. Pourquoi Mais- tu penses que Neve Campbell n'a pas accepté Scream pendant ouais! Le cinéma d'exploitation, c'est plus large un C'était peu. ça? Tu sais, ça va pas juste dans l'horreur. Par exemple, il y avait un courant qui s'appelait la Black Exploitation. Oui, ça, c'est une autre affaire que j'étais un chevreuil sur la 15. Ben, dans le fond, Vas-y. c'est qu'il y avait du cinéma qui était typiquement d'habitude blanc aux États-Unis par rapport à des thrillers, des choses comme ça. Qu'il y a des cinéastes afro-américains qui ont décidé de faire le même type de film avec des Afro-Américains, avec des réalisateurs afro-américains qui capitalisaient sur aller chercher un public afro-américain qui exploitait. C'est pour ça que style les de Noirs cinéma. meurent en premier dans les films d'horreur, c'est quoi, là? Non, mais c'est pour ça que ça s'appelle de l'exploitation. C'est que ça Ok. exploite un genre qui existe déjà pour le switcher dans un style. Fait que là, exemple, celui-là, c'était avec des Afro-Américains, ça copiait un genre qui était typiquement blanc d'habitude.
Puis il capitalisait là-dessus, fait qu'il faisait un film avec plusieurs Afro-Américains. Tu peux avoir, comme exemple... Blackula, exemple. Blackula. C'est vraiment ça. Oui, c'est vraiment, Blackula. Puis il y a vraiment Blackenstein aussi. Puis, Sacrément, on dirait une marque de céréales. C'est drôle, Blackula. on a eu l'équivalent, nous autres, c'était Gay Cula. C'est-tu vrai? Oui, ben c'est ça. Oui, Fait que, ben, ça serait votre du The ciné- Ring, notre The Hole. C'est-tu des céréales arc-en-ciel, c'est? Je peux te montrer ça backstage, Ah, Alex. tabarnak! t'apprends Un des exemple choses. d'exploitation, la gay exploitation sûrement, parce que d'ailleurs, c'est des films qui existent déjà, qui sont réexploités pour viser une communauté ou des particularités. Fait que c'est ça l'exploitation, c'est exploiter un genre existant pour l'amener vers un public. Fait qu'il y a du cinéma d'exploitation d'horreur qui exploitait un certain genre qui existait dans d'autres domaines, un thriller, un drame ou peu importe, qui l'a amené vraiment dans l'horreur. Puis l'exploitation, c'était souvent plus hardcore, plus rough. Là. On montre une scène de viol, une scène de revenge viol, tu sais, la revanche. C'est la note, là. Ouais, comme I Spit on Your Grave, puis des films comme The Last House on the Left. Les films de choses comme ça. Disney, là, tu me parles. Ouais, non, c'est ça. Bon. C'était dans l'exploitation. Fait que c'est vraiment comme ça reprend un genre puis ça l'amène pour viser un public cible qui va consommer ce genre-là. Non, C'est l'exploitation. Je fais bien les blagues, hein, je l'avais-tu dit qu'il était bon ce style-là, hein? Il est fatigant, man. Hey, mets l'applaudissement pour Mick, pour vrai, là. Gros take, mon Mick. Gros take. Pierre, Ok, je hey, fais un si on rank check sur la question des remakes, j'ai pas répondu. Fait que Ben, je vais let's go, mon gars, man. Ouais, Je mec, prends oublie ton pas une question ricochet que à t'as pas l'instant. répondu. Je n'oublie pas, parce que les remakes, je tiens à dire, Alec, que pour moi, mon deuxième remake préféré, c'est Texas Chainsaw Massacre 2003. Merci. Mais pour moi, c'est ça. Je suis pas contre les remakes, parce que moi, je suis pas contre l'inventivité de quelqu'un qui a une nouvelle take sur un genre qu'on a aimé. Fait que je suis pas contre les remakes. Je suis fan moyen, mais le meilleur remake qui surpasse l'original pour moi, c'est Evil Dead 2013. Oh, oui. Gros film, on a-tu des fans d'Evil Dead 2013 en place? C'est gore à tabarnak. J'adore le gars! J'adore le gars! Je voulais le crier au moins une fois. Fait que, non, je voulais juste répondre pour mettre Evil Dead 2013 sur la map. Hey, puis savez-vous que celle qui double Mia dans Evil Dead 2013, c'est freaking Catherine Brunet? Oui, j'ai écouté ton Comme épisode. sans joke, elle était écœurante, là. Comme allez l'écouter en français, ça vaut la peine, là. C'est tout. OK, hey, j'aimerais ça savoir, il reste combien de temps pour le fun? 20 minutes? C'est-tu l'heure officielle, organisateur? Il reste 5 minutes? 5, parfait, let's go. Hey, Ça veut dire 10. j'aurais... en fait, j'avais fait des questions, justement, s'il restait du temps, puis j'aimerais ça savoir, là, qu'est-ce On qui est fait, du selon bon. vous... Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'un film devient culte? Est-ce que c'est... En fait, j'ai ma propre idée, là, mais j'aimerais ça savoir, vous autres, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui fait qu'un film devient culte? C'est-tu le following? Mick, je suis bien curieux de t'entendre là-dessus. Qu'est-ce qui fait qu'un film devient culte? Ouais, tu veux être bon, man, assume. Qu'est-ce qui fait qu'un film devient culte? 12 minutes. Hey, on a le temps. Ah, en ben masse. là, tabarnak, je je savais savais même que c'était pas- 10 et plus. Hey, on là. va même pouvoir faire d'autres venait cette questions. fois? Là. Qu'est-ce qui fait qu'un film devient culte? Comme Serge dit souvent sur son podcast, c'est peut-être genre la tempête parfaite dans un verre d'eau. C'est tellement d'éléments. Dans le fond, ça va être qui... je vais essayer de me baser sur un film qui est récent pour dire qu'il va être culte, pour expliquer comment ça fonctionne. Hereditary, selon moi, il va être culte. C'est qu'il va moderniser des takes qui étaient anciennes, qui vont toucher un public plus large parce que c'est comme... C'est déjà des thèmes qui ont attiré des gens, il y a, on va dire, comme Rosemary's Baby en 68. Fait que là, il refait un take un peu moderne avec un twist différent, avec des moments qui sont viscérales aussi. Il faut des moments forts pour qu'un film devienne culte. Il faut soit un moment fort épeurant, un moment fort humoristique ou, tu sais, moi, un film culte pour moi, là, récemment, puis je suis un gros fan de ce film-là, de Cabin in the Wood. J'adore Cabin in the Wood, puis pour moi, c'est de la bombe. Mais tu sais, ce film-là, c'est justement l'élément de surprise. Quand j'étais au cinéma, Malignant va devenir culte aussi. Ouais, Malignant, excellent film. Si vous avez jamais vu ça, là, wow, excellent Malignant film. va devenir culte, mais bref, c'est justement, quand j'étais au cinéma, il y avait du monde pendant The Cabin in the Wood qui était comme « What the fuck » à la salle. Là, il criait, puis il criait, ça criait comme « Qu'est-ce qui se passe devant moi? » Puis ça réagissait. Ça, c'est des éléments pour que ça soit culte. Faut quelque chose de marquant, faut quelque chose qui se démarque, puis qui va chercher comme large. OK, on y reviendra pour vous, là, pour votre opinion, mais tu me fais penser en parlant de Cabin in the Woods. Là, ça, c'est un film qui recopie les codes de l'horreur. OK? Je ne sais pas si les gens ici sont familiers avec les codes de l'horreur.
des choses, des clichés qu'on revoit pas mal dans tous les films d'horreur. Mais eux, là, Cabin in the Woods, ils ont vraiment comme repris presque tous les codes de l'horreur, ils ont parodié. Mais trouvez-vous, en fait, les boys, que les codes, les tropes, c'est quelque chose qui a disparu dans l'horreur moderne? Parce que même dans les slashers d'aujourd'hui, je trouve que c'est quelque chose qu'on voit un peu moins. Là, on dirait que j'ai comme tellement d'exemples que j'en ai pas un à citer, là, mais trouves-tu que, mettons, dans l'horreur moderne, mettons, à part Cabin in the Woods, les tropes, c'est un peu moins exploité que, mettons, dans le cinéma des années 80-90? Moi, je pense qu'on les utilise, mais différemment pour nous déjouer. Tu sais, si tu prends comme exemple Fear Street, ben là, ça les a. Comme, tu sais, ça te fait croire, exemple, OK, on va y aller avec Scream. Le nouveau, c'est toujours Scream, hein, sorry. Mais, tu sais, un moment donné, quand que Wes, il est en train de fouiller dans toutes les portes, il ouvre les portes, on s'attend qu'il y ait le bonhomme en arrière. Les freaking 8 portes qui ouvrent, pas une maudite fois, Ghostface était en arrière. Techniquement, il l'aurait été à quelque part. On s'est attendu au trope qu'il le fasse, puis tout d'un coup, il s'arrivait d'abord où est-ce qu'il n'y a plus de porte, puis boum! Il est là. T'sais. Fait que j'espérais vraiment faire peur à quelqu'un, puis ça n'a pas marché. Là. Fait que, mais... je l'ai vu un ou un là, sauter là-bas. Là, ouais. Après moi, il y en a une qui a fait un petit pépi, mais elle ne l'a pas dit. C'est moi! Mais Bruno, ouais, je pense qu'on peut les utiliser différemment pour jouer avec notre tête. Puis que les cinéastes ils jouent avec ça à leur avantage. Serge, tu permets-tu que je segue là-dessus? Parce que Bruno, ça fait 2-3 fois que tu mentionnes ça. Puis. Écoute, man. Non, mais c'est ça. Je trouve que l'auditeur de films d'horreur, ce qui est la majorité d'entre vous, selon l'applaudissement que vous avez fait avec Alec, est conscient du produit qui va se faire donner. Puis moi, j'ai un gros respect pour les consommateurs d'horreur. Là. Je sais pas si c'est parce que c'est narcissique vu que je suis un consommateur d'horreur, mais. Je trouve qu'on est conscient du produit qu'on va se faire présenter, puis on dirait que justement, oui, ils jouent encore avec les tropes, mais en ayant conscience que leur auditeur va le savoir. Ils sont conscients, oui. Ils sont conscients que leur auditeur va le savoir, fait que c'est pas autant flagrant que dans Scream qui disent textuellement les tropes, mais ils vont faire exprès de t'amener à un endroit que tu penses que tu es familier, puis que la trope t'amène là, puis ils vont la déjouer en allant autre dans un narratif ou en allant ailleurs. Puis ça fait quand même qu'ils jouent avec les tropes, mais c'est plus subtil. Fait que selon moi, oui, ils continuent de jouer avec les tropes parce qu'ils savent que le public qui vont écouter leur film est conscient de ce qu'ils vont consommer. Le méta. Un peu, oui. Très vrai, très vrai. À moins d'aller avec Halloween Ends. C'est un bon exemple. Boy. C'est un bon exemple. Est-ce que les gens ont autant détesté Halloween Ends que nous ici? Par applaudissement? Que nous? Non, ne m'incluez pas moi, là-dedans. Non, à part lui, là, parce que lui, il est monsieur parfait, là, c'était bon. Halloween Ends, let's go. La plate. Mais moi, je l'ai réécouté, puis je commence à avoir un petit soft spot. Bon, je suis rendu seul dans ma gang. Oui. Mais pour répondre à la question du culte, je vais revenir juste un peu là, par rapport à ça. Oui. Je le dis souvent, puis je vais simplifier ça. Pour moi, là, c'est justement lightning in a bottle, là, vraiment un éclair dans une bouteille, puis vraiment la tempête parfaite, c'est que le bon réalisateur, avec les bons artistes, avec toute l'équipe qui est vraiment... et un bon scénario. Parce que si tu as le meilleur scénario puis tu n'as pas nécessairement les bonnes personnes pour jouer ton rôle, je ne suis pas sûr que ça va sortir aussi bien. Fait que pour moi, là, si tu as un bon scénario, un bon réalisateur qui... Je m'en allais dire qu'il dirige bien ces personnes, mais je pense à l'Exorciste, il est un peu malade mental, le Friedkin. Il tirait des shotguns faire sursauter le monde. Ouais. Ça a du bon sens, toi. Oui, vraiment. Puis il tirait sur harnais pour tirer, comment qu'elle s'appelle, là, madame, qui revient dans le prochain? Non, la maman, là. Kristen. Ellen Burstyn. Burstyn, qui revient dans le prochain Exorciste là, dans à peu près quelques semaines. Là. Mais aussi, la fumée qui sort de leur bouche, c'est parce qu'ils mettaient la salle à moins 10. Là. Exactement. Ils fumaient pas des clopes? Non, c'était vraiment ça. Là. Mais tout ça pour dire que c'était quand même des réalisateurs de talent puis qui avaient vraiment une équipe et des scénaristes puis une histoire qui était extraordinaire. Fait que c'est sûr que pour moi, c'est ça qui crée aussi éventuellement un film culte. Excellente réponse. Puis là, comme dernière question, j'aimerais ça qu'on fasse un tour de table. J'aimerais ça que vous me dites, les boys, parce que c'est ça, tu sais, nous autres, là, on jase de films tout le temps, on jase de films. On jase de rien d'autre, même pas comment ça va, on jase de films. Salut, c'est ça. Fait que j'aimerais ça un tour de table, qu'on jase de nos réalisateurs préférés des années 80. En fait, tu me donnes ton réalisateur préféré de l'époque avant 2000 et de l'époque après 2000. Dans l'horreur, certainement. Dans l'horreur, ben oui. Pas venir ici de parler de films d'action, Gaulis.
Fait que pensez à ça, les boys. Moi, je vous lance une perche, Hey, j'ai même pas la réponse. J'ai pas entendu ta question. Ça serait quoi votre réalisateur préféré d'horreur avant 2000 et après 2000? Fait que 2 réalisateurs à me nommer que t'aimerais dire, mettons, c'est ça, avant 2000 et après 2000. Ben là, je vois que ça mijote en crise dans vos têtes. Fait que... Moi, je le sais, je pense. Bon, let's go. Vas-y, OK, Serge, vas-y, Serge. OK. Là, je sais que je vais en rejoindre un dans la salle ce soir quand je vais dire ça. Joe Roy. Mais parce que, si tu le sais, mais c'est un gars que j'ai vraiment découvert encore plus récemment. Est-ce qu'il y en a qui ont vu Carrie ici? Le film Carrie. Brian De Palma. OK, Brian De Palma, je suis dans une espèce de binge-watching de Brian De Palma. Fantastique réalisateur. Je l'aime vraiment davantage. Fait que je te dirais De Palma, puis mais c'est sûr qu'il y en a d'autres. Hitchcock, moi, je pense que c'est mon top. Là. Phantom of Paradise? Je l'ai pas vu. C'est le seul, un des seuls. C'est underrated, là. C'est tellement fun. Ouais, j'ai hâte que tu l'écoutes. Tu m'en donneras une nouvelle. Je t'en donne une Excusez nouvelle. tout le monde. Ouais. C'est ça qui arrive souvent entre nous. Là. Mais oui, c'est ça. Puis après 2000, j'hésite, mais je suis entre... Mais Harry Astor, il est assez fort. Honnêtement, là, Harry Astor. Ouais. OK. Mais regarde, je vais poursuivre. Juste parce que j'ai pas le goût de me le faire piquer. Avant 2000, je vais y aller avec le bon vieux Wes Craven. Hein, parce qu'on s'entend qu'il a sorti des très gros classiques. Là. Je sais les boys veulent triper sur Scream. Sorry de te le voler. Là. Nightmare on M Street. Nightmare on M Street. Tu me le voles pas People Under the Stairs. Serpent in the Rainbow. Puis je dirais qu'après 2000, ben là, pour ceux qui me connaissent, hein, si je parle de X ou Pearl, est-ce que des gens ont vu ça ici, X et Pearl? Mon boy, Ty West. Une bonne main d'applaudissement pour Ty West, s'il vous plaît. Ty West, ça. Merci. Fait que ouais, Wes Craven et Ty West, ce serait vraiment mes 2 choix. Bruno? Premièrement, pour ceux qui sont ici pour tricoteuses en série, elles sont ici dans 9 minutes puis ils sont belles. En tabarnouche. On les a vues en haut, là, juste le dire. Réalisateur préféré avant Wes Craven, comme toi. Je pense à cause de son empathie avec les gens, ce qu'il a appris à Neve Campbell et à toutes les... Puis négocier avec les Weinstein aussi. Oui, c'est justement. Puis de les dénoncer dans Scream 3. Regardez Scream 3 aujourd'hui, puis vous allez faire « Ah ben, sacrifice! » Regardons ça, ce qu'on se faisait dire. Après 2000, ceux qui me connaissaient, ben vous le savez... It's Britney, bitch. Bien plugué, pour vrai. C'était ton meilleur Britney à vie. C'était là, je te le laisse. Solide. OK, Mick. Je suis étonné qu'avant 2000, John Carpenter soit pas sorti, malheureusement. Parce que moi, c'est John Carpenter, The Thing, Halloween, Christine. OK. C'est ton moment de gloire. Je veux que tu dises The Thing à ta façon, s'il vous plaît. The Thing! Merci, c'est fait. OK, continue. Mais... Tout le monde l'entend maintenant. Non, mais c'est ça. John Carpenter, moi, c'est surtout sa musique aussi. Là, elle a bercé beaucoup de moments de mon enfance, bizarrement. Fait que John Carpenter, je l'adore pour le pré-2000. Après ça, à cette heure, j'avoue que j'étais un gros fan. Fait que j'avais peut-être nommé lui, mais je vais faire différent. Puis je vais y aller avec Jordan Peele. Donc, Jordan Peele. C'était mon 2e choix. On a-tu des fans de Get Out dans la salle? Damn right. Jordan Peele, c'est un solide, mais non, je vais laisser faire Jordan Peele, trop évident. Mike Flanagan. Mike Flanagan. Ouais. On a-tu des fans de Haunting of Hill House dans la salle? Wouhou! All right. Hill House. Hey, son autre série aussi. Dr. Sleep. Midnight Mass. Midnight Mass. Midnight. On a-tu des fans de Midnight Mass dans la salle? Si vous l'avez moins pas vu, populaire. Allez écouter ça sur Netflix. C'est Midnight meilleur, Mass. vraiment, c'est Slow super. Burn. C'est meilleur qu'Hunting of Hill House, selon moi. Fait que, bref, oui, non, je vais y aller pour Mike Flanagan parce que Mike Flanagan need some love, puis Oculus aussi, là. Allez le voir tout. Fait que Mike Flanagan pour le après 2000. Je pensais que t'aurais dit Robert Eggers, moi. Oui, mais à cause qu'il a juste fait 2 films d'horreur, théoriquement, tu sais, Darkman, c'est moins. Oui, ça aurait pu être ça, parce que je l'adore. J'adore Jordan Peele, j'adore Ari Aster, mais j'y vais pour Mike Flanagan parce qu'il est 100% horreur, puis il a créé des bombes de séries, puis des très bons films aussi. Là. Allez écouter notre épisode sur Hush. Oui, Hush, un autre de ses films. Parlant de ça, je vais faire un excellent segue, les boys. On va conclure l'épisode là-dessus. Là. Vraiment, il reste quelques minutes à peine. Là. Pour ceux qui ne connaissent pas mes invités ce soir, Mick anime le podcast Horreur Podcast Québec, qui est un défunt podcast, ok, mais que c'est grâce à ce podcast-là
que j'ai écouté ça et j'ai complètement tombé en amour avec son podcast. Puis je me suis dit, à un moment donné, je veux avoir mon propre podcast. Fait que c'est grâce à ce gars-là que j'ai un podcast en ce moment. Donc, il y a encore son contenu disponible, Horreur Podcast Québec. Allez écouter ça, allez suivre sa page sur Instagram, sur Facebook. Et ici, mes deux amis de Gatineau, Serge et Bruno, qui animent le podcast Terreur sur le pod. Allez les suivre si vous ne les connaissez pas. Facebook, Instagram, ils ont un Patreon. Ils font du contenu sans arrêt. C'est des hosties de bêtes, man. Ils n'arrêtent jamais. Et de mon côté, ben, j'anime le podcast Horreur 360. Donc, si vous ne me connaissez pas, si vous n'avez pas eu le temps, je vends de la merch en avant. Et j'espère que vous avez passé une excellente soirée. Donc, merci au Festipod. Merci à tous de vous être présentés en salle ce soir. C'est vraiment, vraiment, vraiment apprécié. Merci beaucoup. Et là, avant que je me pisse dans les culottes, on va prendre une photo d'équipe et je vais aller me tirer une sale pisse. Merci tout le monde. Merci.